RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Et cette semaine, Jean Pouly est avec nous. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Et cette question dans Des souris et des hommes, la pratique d'Internet et des outils numériques modifie-t-elle notre cerveau ? Eh bien Lucie, je vais mettre très vite fin au suspense en répondant très clairement oui. Mais au-delà de ce constat, cette question nous amène à réfléchir sur l'apport des techniques dans notre évolution cognitive, car Internet et les outils numériques ne sont pas les premiers outils de l'histoire à avoir un impact sur notre cerveau. La pratique de l'écriture, par exemple, était déjà très controversée dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par Socrate, qui l'accusait de nuire à notre mémorisation. Alors l'arrivée rapide et massive de ces multiples outils numériques dans nos vies, que sont le mail, Internet ou les smartphones, pose de nouveau cette question avec un nouvel éclairage, celui des neurosciences, qui sont également en plein essor et qui commencent à donner certaines réponses sur la façon dont notre cerveau évolue. Pourquoi alors Internet et ces outils-là modifieraient-ils notre cerveau ? Alors nous savons déjà depuis longtemps que le cerveau n'est pas une matière inerte et figée, mais que cette véritable unité centrale de l'être humain, pour filer à la métaphore informatique, est d'une très grande plasticité, que les connexions neuronales évoluent tous les jours et que la stimulation du cerveau déclenche la création de nouveaux circuits de neurones. Cette stimulation permet le processus classique de l'apprentissage et cela a permis à l'être humain de s'adapter et d'évoluer. Les outils numériques étant de puissants stimulateurs, ils participent comme d'autres éléments à la modification de notre cerveau. D'ailleurs, plusieurs expériences scientifiques comparant des internautes débutants et des internautes expérimentés confirment que de nouveaux réseaux neuronaux se forment chez ceux qui sont plus expérimentés. On parle du cerveau là, mais est-ce que la vraie question, c'est pas celle de l'impact des outils numériques sur notre mémoire plus précisément ? Effectivement, parce que savoir finalement que le numérique modifie notre cerveau n'est pas en soi très étonnant. La vraie question se situe effectivement dans la lignée des réflexions que le philosophe français Bernard Stiegler appelle des prothèses mémorielles et ses rapports à la définition même de l'être humain. Car sans mémoire, l'être humain n'existe plus vraiment. Et avec une mémoire augmentée, amplifiée, voire totalement externalisée, que restera-t-il de ce qu'on appelle aujourd'hui un être humain ? Alors on touche là aux limites de ce que propose notamment le transhumanisme. Grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que les outils numériques agissent sur les différents types de mémoire. Alors selon les scientifiques, l'un des impacts du numérique sur les processus de mémorisation, c'est que la mémoire de long terme, celle du stockage, est bien moins utilisée. Une étude a même démontré que les gens retenaient moins bien les informations qu'ils pouvaient facilement retrouver sur leur ordinateur. En fait, le cerveau possède des agilités et des facultés d'adaptation surprenantes. Il comprend par lui-même que telle sorte de mémoire est moins utile. Il active alors d'autres fonctions et agilités du cerveau. On retient ainsi beaucoup plus le chemin qu'il faut prendre ou le processus qu'il faut suivre pour trouver l'information que l'information elle-même. Il est donc beaucoup plus important aujourd'hui de développer de nouvelles agilités et compétences indispensables pour bien utiliser les outils numériques que de développer notre mémoire de stockage. Donc mémoire de stockage entre guillemets, celle-ci est moins utilisée si on vous comprend bien. Mais qu'en est-il de la mémoire à court terme ? Alors très clairement, cette mémoire court le risque d'une surcharge récurrente, voire même d'une véritable saturation. D'ailleurs, on peut reprendre ici la comparaison avec l'ordinateur. La mémoire vive, celle du processeur informatique, qui doit traiter beaucoup d'informations en même temps, est très sollicitée, car on fait ce qu'on appelle du multitâche. On passe de l'email à la page web, au mur Facebook, au fil Twitter, on répond à un SMS en même temps, on réfléchit, on traite de l'information, on fait des recoupements. Bref, on jongle entre différentes tâches cognitive en permanence. Si la mémoire de stockage est potentiellement infinie, on peut la développer en s'entraînant. La mémoire vive, elle, n'est pas très extensible. Et quelles sont les conséquences de ces déséquilibres de mémoire ? Alors des chercheurs ont fait la comparaison entre des profils justement de multitâches et de monotâches. Et ils ont clairement mis en avant que les multitâches se déconcentraient beaucoup plus facilement. Par exemple, ils s'intéressaient à des informations inutiles à la tâche qui leur était proposée. Alors cela peut être vu évidemment comme négatif, mais aussi positivement, car cette déconcentration permet ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire cette probabilité plus forte que l'on trouve quelque chose que l'on ne cherchait pas, mais qui va se révéler très important. Par ailleurs, il faut savoir que la lecture
qu'on appelle hypertextuelle, celle de l'Internet, celle du web, est beaucoup plus consommatrice d'attention et ne facilite pas la mémorisation. Le cerveau reçoit beaucoup plus d'informations qu'avant, mais n'a pas la capacité de tout mémoriser. Pour faire simple, on collecte plus d'informations, on la stocke moins, mais on la traite mieux. Est-ce qu'on risque pas de favoriser du coup une sorte d'hyper-information plutôt que la production de connaissances ? Alors, comme disait Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Pour remettre les choses à l'endroit, en fait, nous collectons des données qui, une fois traitées, deviennent de l'information et qui, une fois vécues, se transforment en connaissance. Internet ne produit donc aucune connaissance. Il en permet, ou en favorise, selon les cas, la production. Donc il faut savoir que nous sommes, en fait, inégaux devant ce processus, car nous sommes tous différents. Par exemple, si vous êtes doté de grandes capacités d'analyse et de synthèse, eh bien Internet va décupler votre activité cognitive. Inversement, vous risquez plutôt d'être submergé par les données qui ne seront ni transformées en informations, ni bien sûr en connaissances. Finalement, Jean Pouly, quelles sont les conséquences, les enseignements qu'on pourrait tirer de cette importante évolution du cerveau ? Eh bien, ils sont bien sûr très diverses. Mais pour moi, le plus évident concerne l'éducation, la formation. Parce que si le stockage de données et d'informations n'est plus vraiment un enjeu, alors que doit-on transmettre ? Des chemins, des processus, de nouvelles agilités, des compétences. Par ailleurs, l'exemple par exemple des calculatrices qui n'ont pas remplacé les tables de multiplication à l'école montre qu'il faut faire attention à ne pas faire table rase à cause des outils numériques. Certaines agilités restent fondamentales et donc on doit toujours les transmettre, mais reste à savoir lesquelles. Ensuite, je crois qu'il faut d'abord apprendre à maîtriser les outils pour ne pas les subir. Alors ça peut se traduire par exemple par, on en a souvent parlé, apprendre à déconnecter, à varier les plaisirs entre la lecture profonde d'un support papier et la lecture, entre guillemets, butinage sur le web, entre l'utilisation des réseaux sociaux et les travaux manuels. Bref, varier la stimulation des différentes zones du cerveau et le laisser se reposer de temps en temps. Parce que la surstimulation, qui est réelle, qui est engendrée par l'accès permanent à des smartphones, à des réseaux sociaux, font que le cerveau a de plus en plus faim d'informations et qu'il ne sait plus se reposer, être dans le calme et dans le vide. Ce qui peut ensuite déboucher sur ce qu'on appelle un burn-out numérique ou produire ce qu'on appelle des no-life, là, ces adolescents qui ne veulent plus vivre dans la vraie vie. Il faut également être assez prudent dans l'utilisation des outils numériques avec les petits-enfants, car leur cerveau est encore en construction et que nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences des outils et des écrans sur leur cerveau. Alors pour conclure, je crois que nous devons avant tout apprendre à observer, à décoder quels effets ces outils ont et font sur notre corps et notre esprit pour leur trouver la bonne place, c'est-à-dire celle que nous voulons vraiment leur donner. Et vous êtes là pour ça, Jean Pouly. Merci beaucoup, à très bientôt.